5 novembre, ça, bon, on en a dit énormément de choses toute l'année, c'est même difficile d'en parler de manière synthétique, mais une des choses que, en tout cas, moi j'ai amené à la table ce matin, c'est la suivante, c'est de dire que je suis partie, moi, des slogans militants, en fait. De ce slogan-là qui est dans la bouche de tous les militants, mais pas que, mais aussi des habitants, qui est ce « ni oubli ni pardon ». Et du coup, je prenais ce slogan politique qui est une manière, qui est un outil, en fait. La langue militante est un outil de revendication politique, d'action politique. Et ce « ni oubli ni pardon », quand on le déplie, il est très intéressant parce qu'il contient en germe des concepts et des manières d'appréhender la vie du quartier de Noailles et ce qui s'est passé de manière assez lisible et assez claire. Dans le « ni oubli ni pardon », on a d'un côté la mémoire, et donc les enjeux de mémoire, à quoi ça sert de se souvenir. On fait en ce moment des ateliers avec les enfants à destination famille, dont le thème est ça, à quoi ça sert de garder en mémoire ce qui s'est passé, pourquoi finalement on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et donc dans ce « ni oubli ni pardon », il y a cette mémoire-là, il y a le fait du patrimoine commun à construire, de la valorisation de ce patrimoine-là, le patrimoine étant justement cette mémoire, étant justement ces acquis sociaux, étant les luttes qu'on mène, etc. Et de l'autre côté, dans le « ni pardon », ce sont les responsabilités qui sont évoquées, donc les responsabilités en termes pénals, en termes administratifs, mais aussi la responsabilité que nous, habitants, nous avons dans la ville. Et alors là, pas en termes ni pénal ni administratif, mais en termes d'être responsable d'eux. Et donc du coup, dans ce « ni oubli ni pardon », je trouve qu'il y a beaucoup d'idées qui sont contenues et qui sont celles en fait qu'on essaye de mettre en œuvre dans le quartier Noailles, parce que le 5 novembre, on s'est aperçu que les personnes, les professionnels de la politique, les professionnels de la ville avaient géré cette ville et en particulier ce quartier de manière incompétente, de manière néfaste, et qu'au fond, on avait, nous, la responsabilité aussi de redresser cette barre-là, en fait. Qu'on n'avait pas à se dédouaner complètement du champ de l'action publique. Mais mine de rien, je pense que l'indifférence et le sentiment d'impuissance dans lequel on se conforte aussi, il a une part de responsabilité dans ce laisser-faire, en fait, dans ce laisser-mal faire. Et en tout cas, je ne sais pas encore très bien comment le présenter de manière claire et concise, mais moi, en tout cas, depuis le 5 novembre, il y a une chose qui est évidente, c'est que je ne peux plus me complaire dans cette indifférence et dans ce sentiment d'impuissance. Et j'ai le sentiment qu'en étalant et en faisant éclater au grand jour l'incompétence manifeste des pouvoirs publics et des autorités qui sont censées nous représenter et gérer pour nous ce qui est la chose commune, cet étalage au grand jour de cette incompétence manifeste, elle est un point dans l'agenda marseillais hyper important pour qu'on se permette en fait d'ajouter nos compétences à cette gestion-là. Parce que les compétences et les ressources, on en a beaucoup en tant qu'habitants, parce qu'on est expert de nos propres vies, on connaît quels sont nos besoins, quels sont nos usages, quelles sont les manières de vivre et de faire notre quartier qui nous tiennent à cœur. Embellir son lieu de vie par l'esthétisme, on va dire, la peinture, les fleurs, etc., c'est prendre le risque de faire le jeu de la montée en gamme et de faire augmenter le prix du foncier, d'attirer des Instagrammeurs, des touristes et de je sais pas quoi. Et donc, in fine, en fait, de faire le jeu de la requalification et de la montée en gamme qui fait le jeu de la gentrification. Et à la fois, de l'autre côté, on ne peut pas non plus se complaire dans la saleté et dans un cadre de vie délabré qui a un rejaillissement, même sur nos structures psychiques. Enfin, moi, quand je parle avec mes voisins, le discours qui est très prégnant chez mes voisins les plus précaires, c'est celui de la table rase. Ici, il faut tout raser, il faut repartir de neuf. C'est un gourbi et il faut dynamiter ce machin et repartir de neuf. C'est Christine Breton qui a dit cette phrase que je trouve intéressante. Elle dit « Faire ville, c'est d'abord faire voisinage, en fait. C'est par le voisinage qu'on fait la ville. C'est bien parce qu'on arrive à se distinguer les uns des autres et qu'on arrive à créer une relation ensemble, qu'on arrive à faire quelque chose qui s'appelle une ville. » Moi, je le dis peut-être très mal parce que c'est avec mes mots et j'essaye de répéter une idée qu'elle a apportée, mais que j'ai trouvée assez intéressante.
Et à Marseille, on voit que l'identité de quartier, elle est quand même assez forte. On y tient tous, en fait, à nos quartiers. Et à Noailles, peut-être que ce qui s'est passé le 5 novembre peut nous permettre justement d'avoir cette supra-appartenance de quartier de manière suffisamment forte aujourd'hui pour pouvoir se constituer comme un groupe de quartier qui soit un acteur de son urbanisme et de sa vie sociale. Aujourd'hui à Noailles, on est quand même pas mal de groupes, même si on est des voisins et qu'on se connaît dans la rue, qu'on hoche les têtes et qu'on se salue et qu'on s'entraide, etc. On a tous des appartenances qui sont quand même assez cloisonnées, qu'elles soient générationnelles, communautaires, religieuses, culturelles, je ne sais pas, il y a plein de groupes, quoi. On appartient tous à des groupes différents et ces groupes-là ne sont pas hyper poreux, quoi. Et c'est très bien ou c'est tant pis ou j'en sais rien, mais dans tous les cas, construire cette supra-appartenance qui fait que dans tous les cas, on appartient tous à cette entité quartier et on est capable d'agir sous cette bannière commune de quartier, ça je pense que ce qui s'est passé en novembre dernier, ça doit être ce levier en fait. Et de fait, ça a permis de l'actionner, ce levier, et puis c'est ça qu'il faut travailler, quoi. L'espace public, par définition, il appartient à personne. C'est le lieu du contrôle, c'est le lieu de la gestion municipale, c'est un lieu qui n'appartient à personne. Et que du coup, et à contrario, l'espace privé qui concernerait plutôt dans l'image, enfin en tout cas dans nos pratiques et dans notre imaginaire peut-être, celui des problématiques privées qui concerneraient l'intérieur de nos logements, là si on parle de logement, on s'aperçoit que en fait, ces problématiques elles sont très communes et qu'elles n'ont pas lieu d'être traitées de manière individuelle, qu'elles doivent être traitées de manière collective. Et du coup, on a fait cette bascule sémantique ce matin dans cet atelier de parler d'espaces communs. Plutôt que d'entériner la dichotomie entre les espaces publics et les espaces privés, de parler de ces espaces communs comme des lieux qui appartiennent à tous, dans lesquels on puisse en effet se saisir d'enjeux collectifs. Depuis le 5 novembre, on a en commun un traumatisme, et ça nous fait un commun, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en partage. Ce qui est à la fois très négatif parce que c'est quelque chose de négatif qu'on a en partage, mais à la fois c'est une chance pour nous aussi d'opérer ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on a en partage aujourd'hui, c'est une souffrance, mais on ne peut pas guérir de ça parce que ce n'est pas une maladie en fait. Mais par contre, on peut en faire quelque chose. Et du coup, ce trauma-là, cette mémoire traumatique-là, elle a pour particularité, bon là je cite Boris Cyrulnik, que j'ai entendu dire ça un jour et que ça m'a plu, il dit que la mémoire saine, elle a pour particularité d'être évolutive, c'est-à-dire qu'elle oublie en fait, elle se résorbe, elle est résiliente, elle évolue. Donc la mémoire saine, elle est évolutive. La mémoire traumatique, elle est déchirée, elle ressasse, elle tourne en boucle en fait, elle revient. Et du coup, elle ne fonctionne plus de la même manière. Et donc du coup, il faut la soigner, il faut la réparer. Et du coup, à travers ce travail de mémoire des objets, c'était aussi une manière de retisser ces bouts de mémoire déchirés. On a tous focusé, on a tous des choses qui nous restent en boucle, des souvenirs qui sont parfois très anecdotiques, mais qui en fait, comme le font les anecdotes en général, en disent très très long sur la grande histoire. Voilà. Donc en fait, on a fait une collection de ces petites histoires, de ces petites anecdotes, de ces petits souvenirs, de ces petites mémoires-là, affectives, subjectives, personnelles, parfois moins personnelles, mais en tout cas, qui constituent aussi des bouts de ces mémoires déchirées qu'on a pour soi, et on les a mises bout à bout dans cette exposition, qui est un début de processus, hein. C'est un tout début.